Bienvenue à toutes et à tous pour ce café débat. Ce café débat qui va accueillir Urbamonde, nous présenter des solutions inspirantes de production sociale de l'habitat dans le monde. Donc, bienvenue en présentiel et en ligne. On est ravis d'avoir cette présentation qui va se focaliser sur deux démarches de capitalisation d'expérience. Donc, ça va être l'occasion de découvrir comment une organisation peut à la fois intégrer dans son approche la capitalisation de manière générale et puis après se focaliser plus spécifiquement pour des projets ponctuels de capitalisation des expériences. Donc, c'est un témoignage très intéressant pour nous toutes et tous dans les réseaux des fédérations cantonales et aussi à l'extérieur. Donc, je vous présente le programme. Si mon PowerPoint est bien. Voilà. Alors, après ma brève introduction, nous aurons justement les présentations de Nina Quintas et Léa Oswald, représentantes d'Urbamonde, toutes deux chargées de projet Urbamonde et aussi co-coordinatrices du réseau Cohabitat. Une fois qu'on aura terminé ces présentations, on pourra ouvrir les questions, les échanges ici et en ligne. Donc, n'hésitez pas à noter vos questions. Vous pouvez aussi les partager dans le chat et puis on les reprendra une fois qu'on a fait toute la présentation. S'il y a vraiment une question de compréhension urgente, on peut la poser, il n'y a pas de souci, mais ensuite, après, c'est bien de garder vos questions pour les échanges. Voilà. Alors, sans plus attendre, je passe la parole à Nina. Je crois que c'est Nina qui commence. Merci. Je suis Nina. Je suis là aujourd'hui avec mes collègues, comme qu'elle a dit, Léa et Suzanne aussi, membre de notre comité. C'est un grand plaisir d'être là aujourd'hui. Merci à la FGC pour l'invitation et l'accueil. Et aujourd'hui, on va parler des solutions inspirantes de production sociale de l'habitat à travers le monde. On va commencer par vous expliquer ce qu'on entend par production sociale de l'habitat. Et puis, on vous présentera l'approche et la mission d'Urbamonde. Et la partie principale de la présentation, on vous montrera comment on travaille sur l'échange des pratiques et la systématisation d'expériences. Alors, la production sociale de l'habitat. Peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà ces concepts. Je vois qu'il y a des commissaires avec nous aujourd'hui à travers l'analyse de nos dossiers au sein des commissions de la FGC. Mais pour celles et ceux qui n'ont jamais entendu parler, on a prévu une petite introduction. Alors, d'abord, il faut savoir qu'il existe différentes façons de percevoir les logements. Par exemple, on peut les percevoir comme un simple objet ou comme un acte d'habiter. On peut les considérer comme un produit fini ou au contraire comme un processus. Et puis, on peut les classer comme quelque chose de formel ou d'informel, etc. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que la manière dont on perçoit le logement a une influence directe sur son accessibilité, sur son caractère participatif, inclusif ou durable. Et en fin de compte, cette perception peut soit contribuer à atténuer la crise du logement qu'on traverse, ou au contraire l'aggraver. Je passe 2 slides. En gros, on peut dire qu'il y a deux façons de percevoir le logement. Soit comme une marchandise, soit comme un droit humain. Si on le voit comme une marchandise, le logement dépend des règles du marché, c'est-à-dire de l'offre, de la demande. Il devient accessible uniquement à ceux et celles qui ont les moyens de payer, d'épargner ou d'obtenir un crédit. En plus, les marchés ne prennent pas en compte les besoins spécifiques des gens, comme la taille de leur famille, l'accès aux services ou la proximité du travail. Ce qui compte vraiment, c'est surtout si la personne peut payer ou pas. Par contre, si on considère le logement comme un droit humain, on le voit comme essentiel pour mener une vie digne.
Et là, on reconnaît que ne pas avoir un logement n'est pas juste un problème personnel, mais une vraie injustice sociale qui peut avoir des répercussions sur tous les restes, la santé, l'éducation et même l'accès à d'autres droits fondamentaux. Et quand on parle de production sociale de l'habitat, comme vous pouvez imaginer, on entend le logement comme un droit humain. Et puis, il y a aussi différentes façons de produire le logement. Ça peut venir des autorités publiques, ça c'est une façon très résumée juste pour la présentation, mais ça peut venir des autorités publiques, du marché privé ou directement de la société civile elle-même. Et c'est justement quand la société civile joue un rôle central qu'on parle de production sociale de l'habitat. Dans ces initiatives, les futurs habitants et habitantes participent activement à certaines, voire à toutes les étapes de la production et de la gestion de leur habitat. En plus, cette production s'est faite sur une base non lucrative. Ça veut dire que le logement n'est pas conçu pour être vendu, spéculé ou pour générer des revenus locatifs. En gros, quand on parle de production sociale de l'habitat, on parle d'un habitat qui est produit par et pour ses habitants. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que cette troisième voie de production, elle est née en réponse à une crise du logement face à laquelle ni l'État ni les marchés privés n'ont pas la capacité d'y répondre. Mais c'est important de dire que ça ne veut pas dire que la société civile peut toute seule tout régler. Pour créer des logements et des espaces urbains plus durables, inclusifs et qui répondent et qui est adapté aux besoins des communautés locales, il est essentiel de soutenir ces groupes d'habitants organisés. Cela signifie leur apporter déjà un appui financier, une assistance technique et un soutien politique qui sont tous indispensables pour qu'ils puissent se développer, réussir et atteindre leurs objectifs. Et c'est là qui rentre notre travail à Urbamont. Mais avant juste de rentrer en détail, il y a un point que j'ai oublié de souligner, c'est important aussi de soulever que ces habitants et habitantes, pour mener à bien leur projet d'habitat, ils doivent se former, ils doivent renforcer leurs capacités pour bien gérer leur projet. Et ça permet de former des vraies communautés organisées qui sont conscientes de leurs droits et qui ont leur pouvoir d'agir renforcé pour aller dialoguer avec d'autres acteurs clés dans leur ville et lutter aussi pour d'autres améliorations dans leur cadre de vie. Ce qu'on obtient au final à travers ces processus va beaucoup au-delà du logement et touche vraiment d'autres dimensions de la vie de ces habitants et habitantes qui contribuent fortement à l'amélioration de leur cadre de vie d'autre côté. Alors, Urbamont, j'étais en train de dire que ces groupes d'habitants avaient justement besoin d'un appui pour pouvoir y réussir. Et c'est là qui rentre Urbamont. Notre mission est de soutenir les communautés organisées dans la réalisation des projets d'habitat participatif et dans la mise en œuvre du droit à la ville et à un logement convenable. Et comme défini dans notre stratégie, nous avons deux axes d'action principaux. Les premières concernent l'accompagnement des acteurs du territoire. Au Sud global, nous travaillons avec 8 partenaires locaux en Amérique latine, en Afrique et en Asie, que ces partenaires eux-mêmes soutiennent directement des communautés organisées dans leur pays pour réaliser leurs projets d'habitat participatif. Ces partenaires sont des organisations de base qui collaborent directement avec des groupes locaux, leur fournissant l'assistance technique nécessaire pour concrétiser leurs projets. Et puis, au niveau international, nous nous engageons pour que la visibilité, la reconnaissance et les connaissances autour de la production sociale de l'habitat soient renforcées à l'échelle mondiale. Et on le fait à travers les réseaux Cohabitat, qui est un réseau informel et horizontal, regroupant des organisations de la société civile et leurs alliés qui promeuvent des solutions portées par les communautés face à la crise du logement. C'est un réseau vraiment riche dans le sens où on a réussi à regrouper dans un même espace des institutions académiques,
des organisations de base. Tous nos partenaires locaux font partie et sont vraiment au centre de ces réseaux. On a aussi des fêtières d'habitants, des fédérations, des coalitions. Donc, c'est vraiment un espace très riche dans ce sens parce que toutes ces organisations, elles travaillent de façon différente en lien avec la production sociale de logements et ça nous permet d'apprendre les uns avec les autres, de vraiment donner de la visibilité à cette problématique et à ces solutions locales. Au sein du réseau, Centre d'Ecohabitat, nous organisons de manière résumée, nous avons 3 axes principaux. On organise des échanges d'expériences et de l'apprentissage entre pairs. On contribue à la production des connaissances et des bonnes pratiques, notamment à travers des processus de systématisation. On va en parler bientôt. Et on mène des actions de plaidoyer et des mises en réseau pour donner davantage de visibilité à ces initiatives. Et c'est justement dans le cadre de nos actions de documentation, de partage d'expériences et de l'apprentissage entre pairs que nous avons formulé nos projets de partage de savoir. Alors, aujourd'hui, on va vous parler plus en détail de notre dernier projet. C'était un projet d'échange et d'apprentissage qui a été mené entre 2022 et 2023. Ce projet a impliqué l'ensemble de nos partenaires locaux et aussi plus de 20 organisations membres et alliées du réseau Cohabitat. Son objectif principal était de renforcer les pratiques et les actions des acteurs impliqués, tout en consolidant les liens de collaboration et en augmentant la visibilité des partenaires du réseau et d'Urbamonde. Dans ce cadre, nous avons organisé 2 rencontres annuelles du réseau Cohabitat, organisées lors des grands événements internationaux. En 2022, c'était au Forum urbain mondial à Katowice. Et en 2023, c'était à Barcelone dans le cadre du Festival international du logement social. Et ces rencontres annuelles ont permis de réunir plusieurs partenaires du réseau pour quelques jours d'échanges, des moments conviviaux et d'événements. Elles sont super importantes dans le cadre de ce travail parce qu'elles nous permettent de co-construire les activités du réseau et en retour, elles enrichissent le travail de tous, en particulier celui de nos partenaires locaux qui sont toujours présents et sont centrales même dans ces espaces. Ce sont des moments où on trouve une vraie richesse d'expériences et des idées avec des organisations venant de contextes très différents. Et ça apporte vraiment beaucoup d'inspiration pour avancer dans nos projets. En parallèle, ces événements ont joué aussi un rôle clé par rapport au plaidoyer et la mise en réseau, parce qu'ils ont permis à nos partenaires locaux de prendre part à des espaces de dialogue qui sont souvent peu inclusifs de voix du terrain. Et ils ont également contribué à donner une visibilité accrue à ces initiatives au sein de ces forums internationaux. Ça, c'est un exemple pour vous donner un aperçu plus concret. Au Forum urbain mondial, on a eu la chance d'organiser un stand qu'on a appelé Habitat Village. C'était un vrai point de rencontre où on proposait des ressources pour mieux comprendre l'habitat participatif. Et à l'intérieur de ces stands, on a également organisé plusieurs événements. On a organisé tout un programme en fait d'événements parallèles, de side events, avec des discussions et des ateliers autour de thèmes comme l'habitat participatif, la lutte pour le droit au logement et les droits à la ville. Je ne sais pas si vous n'arrivez pas à voir, mais peut-être ceux qui sont en Zoom. C'était vraiment riche et on est très content parce que cet espace, on a eu le WOOF début du mois de novembre au Caire et notre organisation membre du réseau a repris cet espace. La dernière fois, c'était nous qui coordonnons, qui étaient plus impliqués dans la coordination, mais cette fois, c'était une autre organisation membre du réseau. Et du coup, on a eu plusieurs partenaires. On était très contents de voir que cette initiative a été tellement bien appropriée et qu'elle a continué et qu'elle va continuer dans les prochains forums. Et puis à Barcelone, pendant le Festival international pour le logement social, on a mis en place ce qu'on appelait le Community-Led Housing Track. C'était un programme qui mettait en avant des événements liés à l'habitat participatif pour donner plus de visibilité à toutes les organisations présentes qui organisaient
qui travaillent dans cette thématique et pour souligner aussi l'importance d'inclure les communautés dans les réflexions autour du logement social. Là, on a quelques photos. Oui. À gauche, vous voyez, c'était l'un des événements qu'on a organisé à l'Habitat Village. On avait vraiment beaucoup de partenaires qui venaient partout dans le monde. C'était vraiment riche. Et à droite, vous voyez, on a organisé la rencontre annuelle du réseau Cohabitat un jour avant les débuts du Festival international. Et là, on a eu vraiment toute une journée d'échange avec nos partenaires pour discuter pour co-construire les activités du réseau, pour faire une réflexion ensemble. Et ces réflexions nous ont permis aussi, dans le cadre de ces projets, de faire une charte pour les réseaux et un document de gouvernance. Donc, c'était une rencontre vraiment très riche dans ce sens. Et l'autre activité principale de ces projets, c'était justement les projets, la systématisation des expériences des productions sociales de l'habitat. Tous nos partenaires locaux ont participé activement à ce processus, ce qui nous a permis de systématiser 10 initiatives de production sociale de l'habitat. Et avant de rentrer dans les détails de ces projets, pour celles et ceux qui ne sont pas familiers avec ces concepts, voici une définition de ce qui est une systématisation d'expérience selon Oscar Jara, qui est l'un des plus connus théoriciens et praticiens de cette approche. Il définit la systématisation comme un processus de réflexion individuelle et collective autour d'une pratique vécue qui permet la reconstruction méthodique de ce qui a été réalisé au cours du processus, ainsi qu'une analyse critique de l'expérience de manière à produire de nouvelles connaissances. C'est ça la définition qu'on a utilisée dans notre méthodologie. Et pour cela, il y a bien sûr plusieurs étapes à suivre. Notre méthodologie de travail s'est basée sur les différentes étapes proposées dans cette image. On peut partager après le manuel qui est très, très bien. Comme vous voyez, pour réaliser une systématisation, il faut d'abord vivre l'expérience et c'est pour ça que les partenaires locaux sont au centre de cette démarche. Puis, on va définir quelles expériences on veut systématiser, l'objectif de cette démarche et quels aspects centraux de ces expériences nous intéressent. Puis, le plan de systématisation va être conçu et on va procéder à une reconstruction historique de l'expérience pour ensuite organiser l'information récoltée. Une fois cette récolte est faite, une analyse et interprétation critique sont faites sur cette base et puis des conclusions peuvent être élaborées pour déterminer les apprentissages. Tout ça avec l'objectif principal d'améliorer les pratiques sur le terrain sur la base des expériences vécues. C'est pour ça que les partenaires c'est une raison de plus pourquoi les partenaires sont beaucoup impliqués, parce qu'en fait, c'est un processus qui est pour eux et fait par eux aussi. Dans notre plan de systématisation, nous avons réalisé les activités suivantes. Tout d'abord, on a organisé un atelier collectif en présentiel au cadre du Forum urbain mondial où on a lancé ce processus en 2022. Puis, on a défini une méthodologie de systématisation sur la base de ce que je viens de vous présenter. On a ensuite organisé un atelier en ligne pour définir collectivement les priorités et les focus de la systématisation dans chaque contexte différent. On a travaillé dans le cas de ces projets avec 5 partenaires locaux. Donc, c'était vraiment important de l'adapter aussi à ces différentes réalités. Et ensuite, on a réalisé plusieurs entretiens individuels avec chacun de ces partenaires pour retracer l'histoire des projets et pour comprendre les enjeux de la mobilisation communautaire et le renforcement des capacités des résidents. J'ai souligné cela parce que
C'était ça le focus de notre systématisation. Elle a ciblé vraiment sur la mobilisation communautaire et le renforcement des capacités. C'est des axes centraux pour nos partenaires au terrain. Et à travers ces entretiens, ça nous a permis aussi d'identifier des initiatives mises en place par les partenaires, justement pour mobiliser et former ces communautés locales. Puis, on a organisé un atelier collectif, une fois cette récolte elle était faite, on a organisé un atelier collectif pour présenter les résultats à tous les partenaires et pour offrir aussi un espace d'échange entre eux qui nous a aussi permis d'avoir quelques points pour la conclusion. Et on a travaillé tous et toutes ensemble sur la rédaction collective de la brochure que vous voyez, elle est là. Oui. J'ai fait la pub. Elle est en ligne. Elle est en ligne aussi. On va un peu partager le lien. Et cette brochure était vraiment rédigée de manière aussi collective avec les partenaires. Là, je laisse ma collègue Léa continuer. Bonjour et merci de nous avoir ici aujourd'hui. L'idée, là, pour ma partie de présentation, c'est de rentrer un tout petit peu plus dans le contenu qui a été développé dans le cadre de ce processus et dans la publication. On a donc travaillé sur, enfin, comme Nina l'a évoqué, un des premiers ateliers a consisté à définir les focus en rassemblant 5 partenaires locaux, donc basés en Afrique, en Amérique latine et en Asie, des contextes extrêmement différents, avec des acteurs qui sont aussi différents dans leur manière d'implémenter leurs projets et d'accompagner les communautés. Et donc, le premier objectif a été de définir qu'est-ce qui regroupait tous ces acteurs locaux, quel était le point commun, pour pouvoir commencer à définir les focus. Donc, à savoir que quand on parle, comme l'a mentionné Nina, d'habitat, on est sur une vision très holistique qui va toucher de multiples dimensions de la vie des habitants et des habitantes. C'est impossible dans un processus de systématisation d'une année avec les moyens à disposition de couvrir la totalité de ce que ça représente en termes d'expérience et de pratique. Donc l'objectif, c'était aussi de se focaliser sur quelque chose qui pouvait être utile et mener justement à de futurs processus, parce que c'est une des conclusions, on y reviendra, mais effectivement, c'est quelque chose pour nous qu'on considère comme un processus continu, qui nécessite beaucoup de temps et une réflexion qui se termine jamais vraiment. C'est-à-dire une remise en question des pratiques, de comprendre comment les améliorer, c'est quelque chose qu'on fait de manière justement systématique. Nous aimons aussi. Donc, dans les discussions, ce qu'on a finalement identifié comme quelque chose de très commun à tous les projets, c'était la communauté. Tous les partenaires locaux travaillent avec des communautés locales pour développer leurs projets. Et le fait de travailler en tant qu'organisation d'accompagnement technique, ça demande des compétences, des capacités particulières pour pouvoir travailler de manière à répondre aux besoins des communautés. Et ça demande aussi justement à comprendre comment ces communautés s'organisent, se renforcent, se solidifient et se maintiennent dans le temps. Donc, toute la réflexion est un peu partie de là et on y reviendra. Là, c'est juste pour couvrir un peu dans les prochaines slides les différents contextes et le focus qui a été quand même porté sur chaque pays. C'est-à-dire qu'on a pris une thématique globale qui concernait tout le monde, mais on a aussi fait des focus sur chaque projet qui a sa petite particularité qui lui donne justement cette valeur ajoutée au travail qu'ils font avec les communautés et qui est aussi spécifique à chaque contexte. Donc, en Afrique, on a travaillé avec notre partenaire local Urbasen et la Fédération sénégalaise des habitants, qui sont basés à Dakar, qui travaillent dans des quartiers informels avec des communautés dans l'amélioration de leur habitat. Ils travaillent aussi aujourd'hui au développement et à la construction de nouveaux logements, en fait, à la construction de tout un écoquartier. Donc là, la réflexion est portée à l'échelle du quartier, ce qui est aussi très intéressant à mentionner, c'est qu'on ne travaille pas juste sur la construction d'un immeuble ou d'une maison, mais on réfléchit à une échelle un peu plus large du quartier et de la ville. Donc là,
Le focus a été porté sur la mobilisation et l'autonomisation des communautés par le biais de groupes d'épargne dans les quartiers informels de Dakar. Et là, vous voyez déjà dans le titre un aspect qui a été retenu ensuite par la suite et qui se retrouve dans d'autres projets, c'est le rôle de ces groupes d'épargne. Mais on ne va pas rentrer dans les détails de chaque projet, on n'aura pas le temps. Je change ici. Ouais. Ah, okay. Ça met un petit moment. Okay. En Amérique latine, on a travaillé avec notre partenaire au Nicaragua, Multipro. Eux sont dans le développement de coopératives d'habitation. Donc, on a différents modèles aussi avec lesquels on travaille, qu'on considère comme de l'habitat participatif et coopératif, qui s'inscrivent dans ce que nous définissons comme la production sociale de l'habitat, en particulier les coopératives d'habitation qui sont toutes basées sur des modèles de propriété collective de la terre, parfois aussi du logement, de processus démocratique, de prise de décision, d'implication, de participation des habitants et des habitantes. Et ce modèle en particulier qui est la coopérative d'habitation par aide mutuelle, qui vient en fait de l'Uruguay, qui a été développée par des coopératives dans le contexte uruguayen depuis les années 1970 et qu'on soutient aussi, mais on y reviendra après. C'est un modèle assez intéressant parce qu'il permet à des habitants qui n'ont pas d'épargne préalable d'accéder à un crédit de l'État en apportant en fait cette part financière propre que doit apporter chaque coopérateur, chaque sociétaire d'une coopérative, en l'apportant au travers du travail fourni dans la construction de leur logement. Donc, ils vont participer à la construction. Donc, il y a tout un processus d'autoconstruction qui fait partie de ce modèle-là et qui a été reproduit en l'adaptant forcément au contexte du Nicaragua. Là, on s'est concentré sur le renforcement du sentiment d'appartenance de la communauté dans les coopératives d'habitation, parce que c'est vrai que créer un groupe d'habitants, le maintenir dans le temps, dans un contexte où le cadre légal n'est pas forcément encore tout à fait au même niveau que ce que peut l'être ce qui est le cas en Uruguay, présente aussi des temps très longs pour vous réaliser un projet. Donc, comment maintenir ces habitants impliqués, ça a été un aspect central de ce projet-là. Donc, la prochaine slide arrive. Mais en Uruguay, c'est notre autre partenaire, donc la Fédération uruguayenne des coopératives d'habitation par aide mutuelle. Et vous voyez que c'est écrit N-Forma. En fait, c'est l'école nationale de formation qui a été mise en place par cette fédération. Cette fédération, c'est une fédération nationale qui regroupe toutes les coopératives d'habitation par aide mutuelle en Uruguay, ou presque toutes. Au sein de cette fêtière qui a pour objectif de défendre les intérêts de ces coopératives face au gouvernement en particulier, mais aussi de développer toute une série de services à l'interne pour soutenir les groupes d'habitants, les habitantes dans la gestion de leurs coopératives et de leurs logements. Ça, c'est un autre aspect qui est très important, c'est cet aspect d'autogestion dans ces modèles d'habitat participatif. C'est-à-dire que c'est les habitants qui sont vraiment au centre non seulement de la planification de leur projet pour que ça réponde à leurs besoins, mais aussi de la gestion ensuite, une fois que l'immeuble est construit ou que le quartier est construit, de la gestion de ces espaces. Donc, il joue un rôle central, mais ça demande aussi beaucoup d'accompagnement, de formation, de capacitation de ces habitants pour être sûr de maîtriser tous les aspects d'un tel projet. C'est là où on a fait le focus sur l'éducation populaire, c'est-à-dire que l'école nationale qui a été mise en place par la fédération uruguayenne se focalise sur une approche basée sur l'éducation populaire et travaille avant tout à créer de la cohésion sociale et à maintenir ces liens sociaux entre habitants. Et c'est là où c'est intéressant parce que certains de nos partenaires sont plutôt au tout début d'un processus de mettre en place un modèle. D'autres ont déjà une expérience de plusieurs décennies, comme c'est le cas de cette fédération. Donc, dans cette fédération, les enjeux sont un peu différents qu'un projet une organisation, un groupe d'habitants qui essaye de développer son premier projet. Dans cette fédération, l'enjeu est plutôt lié à... Aujourd'hui, c'est un parc immobilier très important. Ça représente, on est autour de 100 000 personnes qui habitent dans ces coopératives d'habitation.
Donc, comment maintenir ce lien avec aussi l'idéologie qui est portée par ces coopératives. Voilà, une idéologie qui repose sur des piliers comme la démocratie, l'implication des habitants, l'autogestion, tout ce que j'ai déjà mentionné avant. Oui, en Amérique latine, on a un autre partenaire, c'est le troisième partenaire avec lequel on a travaillé sur le continent latino-américain, qui est au Brésil, à Rio, et qui est Catalytic Communities. Donc, ce partenaire-là travaille sur un autre modèle de production sociale de l'habitat, qui ne sont pas les coopératives d'habitation, mais les Community Land Trust. Donc ça, c'est un autre modèle qui, en français, on appellerait ça une fiducie foncière, dont la spécificité repose sur la propriété de la terre et le fait que cette propriété est collective et donc assurée sur un long terme qui permet de maintenir justement aussi l'abordabilité du logement de manière permanente. C'est une gestion de la terre qui est collective, c'est-à-dire les habitants sont impliqués, mais il y a aussi, et ça c'est important de le mentionner, il y a toujours un aspect de collaboration avec les acteurs publics et avec d'autres acteurs. Donc, un community land trust, pour faire très court, la propriété de la terre est collective et la propriété des habitations, donc des maisons ou des immeubles ou des appartements, est individuelle. Mais on ne peut pas revendre sa maison sur le marché spéculatif, disons. Tout est très encadré de manière justement à maintenir les prix abordables et à assurer la sécurité foncière sur le long terme. C'est un modèle qui est en phase de développement, c'est-à-dire au Brésil, c'est quelque chose qui n'existe pas encore concrètement. Le projet qui est aussi soutenu par la FGC, donc tous ces partenaires, tous les projets dont je parle là maintenant, c'est tous des projets qui sont aussi soutenus par la FGC ou la FEDEVACO. Donc au Brésil, c'est un projet qui est un peu au début, qui est dans la phase plaidoyer pour obtenir un soutien de réglementation de cet outil-là pour permettre aux habitants des quartiers informels, des favelas de Rio, de sécuriser leur logement à long terme. Ensuite, on a nos autres partenaires asiatiques. Donc, on a parlé de l'Afrique, on a parlé de l'Amérique latine et maintenant en Asie, on travaille avec Urbamonde depuis plusieurs années avec la Coalition asiatique pour le droit au logement. C'est une coalition qui recouvre une dizaine de pays en Asie, qui rassemble donc, je ne sais pas exactement combien de membres, mais en tout cas une organisation d'accompagnement technique par pays, plus d'autres acteurs, on est plutôt autour des 20-30 membres, je pense, qui travaillent tous dans le même domaine, qui est l'accompagnement de processus participatifs et de logement, en tout cas de défense du droit au logement pour les communautés défavorisées, surtout dans les milieux urbains, dans les grands centres urbains de ces pays-là. Et l'Asie, on sait à quel point c'est un enjeu central. Donc, comme notre partenaire est une coalition qui recouvre 10 pays, on ne pouvait pas travailler sur les 10 pays. C'est là aussi où c'est intéressant, cette coalition met en place des processus très participatifs en son sein, et c'est généralement les membres eux-mêmes qui décident qui a la priorité sur par exemple, un projet, ou qui est-ce qu'on soutient d'abord, qui va participer à ce genre de recherche. C'est des décisions qui sont prises de manière collective, donc là, il y avait l'intérêt de cette coalition de faire un focus sur un projet qu'ils ont mis en place avec 5 pays et qui est concernait en fait l'amélioration de l'habitat dans 5 villes très spécifiques, à Dhaka au Bangladesh, à Iloilo aux Philippines, à Jakarta en Indonésie, à Mahalakshmi au Népal et à Yangon au Myanmar. C'était un projet qui a été soutenu par une fondation qui a permis de développer, disons, l'amélioration du logement, mais aussi l'amélioration des infrastructures et des aménagements extérieurs. Donc, chaque pays a choisi sur quoi il voulait se focaliser. Donc là encore, on rentre dans une complexité additionnelle parce qu'on est face à des expériences toutes un peu différentes. Mais
Mais on a réussi quand même à sortir des choses très intéressantes et communes. Et là, vous voyez, donc par exemple, au Bangladesh, c'était l'amélioration participative des logements. Aux Philippines, c'était des partenariats entre les communautés et les gouvernements qui ont été développés. En Indonésie, c'était un focus sur les coopératives d'épargne dans les kampungs. Les kampungs, c'est ces quartiers informels de Jakarta. Sur la reconstruction post-catastrophe menée par les communautés au Népal et l'amélioration des quartiers informels par les femmes à Yangon. Alors, c'est intéressant de mentionner les femmes ici, mais en fait, on pourrait les mettre dans tous les titres, tous les projets, parce qu'elles sont toujours au centre et majoritaires dans le développement de tous ces projets-là. Donc, malheureusement, on ne peut pas rentrer dans le détail de tous ces projets, de toutes ces expériences, mais pour résumer, en fait, les conclusions qu'on a tirées de ce travail, donc, vous voyez là le processus, identification d'un objectif commun, c'était garantir l'accès à un logement adéquat par le biais des processus dirigés par les habitants. Ça a été défini par les participants, les organisations participantes à ce processus de systématisation, puis un focus sur la communauté comme un élément central. Donc, une communauté qui est définie ici comme un groupe de personnes qui mettent en commun leurs efforts et leurs ressources pour atteindre un objectif commun. La deuxième étape, ça a été d'identifier des défis communs, c'est-à-dire de comprendre quels sont les obstacles, quels sont les défis, pour ensuite pouvoir se concentrer sur les solutions qui ont été trouvées par chacun et chacune et qui peuvent être partagées et alimenter justement l'amélioration des pratiques dans chaque contexte. Donc, dans les défis communs, on a identifié bien entendu des enjeux liés à des facteurs externes qui sont souvent impossibles à contrôler, par exemple la pandémie de Covid-19, qui à ce moment-là, on sentait encore bien les effets, on les sent encore aujourd'hui, mais c'était effectivement un sujet qui était assez central. Un autre aspect, c'est le temps de réalisation, c'est ce que j'ai déjà mentionné de ces projets de logement participatif. C'est pas propre à ces contextes, c'est la même chose en Suisse. Donc, pouvoir rester sur le long terme pendant plusieurs années, impliqué de manière très active depuis à l'échelle de la communauté et du groupe d'habitants, c'est un enjeu et un défi vraiment majeur. Parce que la fatigue se fait très vite ressentir, les frustrations de ne pas voir les choses avancer. Donc, quel est le travail fait par ces partenaires-là pour maintenir cette implication des communautés? Et puis, bien entendu, les difficultés internes, ce dont on parle souvent pas assez. C'est-à-dire qu'on reste souvent sur un niveau très superficiel des aspects légaux nécessaires, de l'aspect financier qui sont essentiels mais superficiels par rapport à ce qui se passe réellement dans un groupe de personnes qui doivent fonctionner ensemble. Et là, des groupes d'habitants qui doivent en plus vivre ensemble, partager des espaces, etc., il y a forcément un enjeu additionnel et c'est de savoir comment est-ce qu'on fait pour maintenir les bonnes relations entre les gens, qui va participer à aussi assurer le maintien dans le temps et la résilience de ces communautés face à des facteurs externes face auxquels on doit réagir de manière concertée, rapide et efficace. Donc, on a identifié quelques aspects qui reviennent quand même systématiquement dans tous les groupes d'habitants, comme parfois le manque de confiance qui peut s'installer entre les gens ou le manque de confiance envers des partenaires extérieurs, le manque de dialogue, la perte de mémoire collective, ça c'est intéressant. Et je pense que la Fédération uruguayenne fait un énorme travail de mémoire collective qui est vraiment très important. Et on gagnerait à apprendre de ça en Suisse, je peux vous l'assurer. Mais c'est intéressant parce que c'est un autre enjeu qui est sorti par exemple au Brésil, où il y a une vraie perte de la mémoire collective, où il y a des efforts qui doivent être faits à ce niveau-là. De la fatigue, des malentendus, donc ces aspects spécifiques dans nos partenaires aujourd'hui, celui qui est le plus avancé, encore une fois, c'est la Fédération uruguayenne avec son école d'éducation populaire, mais qui a inspiré l'école d'éducation populaire au Nicaragua aussi avec notre partenaire Multipro, et qui font tout ce travail d'accompagnement au quotidien, qui offre des espaces de discussion, de dialogue, mais vraiment d'accompagnement en cas de conflit, en cas de malentendu entre les habitants, pour régler ces petits problèmes qui peuvent en fait être la petite échine dans le pied qui fait qu'un projet n'aboutira pas. Donc, face à tous ces défis et ces enjeux, quelles sont les solutions? Donc, on a identifié
les conditions, les facteurs qui sont différents à chaque fois, mais bien entendu tous interdépendants, qui permettent à un groupe d'habitants de surmonter les difficultés et de créer une communauté forte et résiliente. Donc tout d'abord, il y a les acteurs externes à la communauté. Il y a d'une part les acteurs d'accompagnement technique, donc ces ONG que nous, on soutient depuis Urbamonde au travers des projets financés par la FGC, qui vont directement à des ONG ou à des fêtières d'habitants et qui font ce travail d'accompagnement technique des groupes d'habitants locaux. Donc là, il faut avoir des compétences adaptées, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Travailler dans le participatif, ça demande d'avoir une approche vraiment particulière et être capable, sur le long terme, de s'investir pour créer cette confiance entre les communautés et les acteurs d'accompagnement technique. Et on le voit dans plusieurs de nos projets. Prenons le Sénégal, qui est un de nos plus anciens projets. On voit vraiment le temps qu'il a fallu pour Urbasen de mettre en place ces liens de confiance avec les habitants des quartiers dans lesquels ils travaillent. Ensuite, on a les acteurs publics qui ont le rôle de reconnaître la légitimité des communautés et de soutenir leurs initiatives au travers des différents mécanismes, surtout au travers de cadres légaux et de politiques publiques adaptées. Et donc là aussi, encore une fois, entre en jeu la confiance et la confiance déjà en eux-mêmes de la part des communautés, de savoir qu'ils sont capables d'aller discuter et dialoguer avec ces acteurs. Et ensuite, les acteurs publics, de leur côté, d'avoir cet effort et ce geste envers les communautés, d'aller travailler main dans la main avec les communautés locales. Ensuite, au niveau des communautés, donc là, il y a plusieurs aspects qui ont été mis en évidence. Comment permettre à un groupe d'habitants de surmonter les difficultés, de créer une communauté forte et résiliente, encore une fois. Ça se passe au travers du renforcement des capacités des communautés, mais aussi de leur pouvoir d'agir. Donc, au niveau du renforcement des capacités, on a surtout ce que je viens d'évoquer, le renforcement de la confiance en soi et de l'autonomie, mais aussi le renforcement de la solidarité et de la cohésion sociale, la capacité des gens de travailler ensemble et de s'entraider, et l'amélioration des connaissances et des compétences dans la gestion d'un projet immobilier. Mais pas que. Donc voilà, on a identifié 3 vecteurs de renforcement des capacités et du pouvoir d'agir des communautés au travers de ces projets. Alors, ils ne sont pas tous présents dans tous les projets, mais c'est des vecteurs qu'on a identifiés qui fonctionnent dans ce processus de renforcement des capacités. D'une part, on a l'épargne communautaire qui est présente quasiment partout. C'est un vecteur vraiment essentiel parce qu'il permet de renforcer, en fait, d'une part, la confiance des personnes en leur capacité financière, ce qui participe aussi à renforcer leur confiance en elles-mêmes, à se faire reconnaître comme un acteur légitime avec qui on peut travailler pour des acteurs externes et qui crée surtout de la solidarité et de la cohésion sociale entre les personnes. Alors là, on peut évoquer le fait que la plupart de ces épargnants, en fait, ce sont des épargnantes, et donc ça a aussi un rôle essentiel dans le renforcement des capacités de la confiance en elles-mêmes des femmes qui vont, par exemple au Sénégal, qui à travers ce processus se sont aussi, au bout d'un certain moment, lancées dans la politique. L'autre vecteur, c'est l'éducation populaire. Donc ça, c'est une approche essentielle qui part vraiment de la base, du point de vue des habitants et des habitantes, et qui a une approche horizontale, démocratique, participative, qui est essentielle pour que les habitants et les habitantes puissent s'approprier les différents outils dont ils ont besoin pour mettre en œuvre leur projet. Et finalement, on a identifié la création de fêtières et de réseaux d'habitants et d'habitantes. Là, on peut évoquer l'Asie, qui est aussi très intéressante parce qu'ils mettent en place des réseaux de communautés au niveau de la ville. Donc, ils partent d'un quartier où ils mettent en place des communautés qui se rassemblent en elles-mêmes au niveau d'un quartier qui est quand même, ce sont des quartiers assez larges. Et ensuite, des réseaux entre communautés au niveau de la ville. Donc, c'est des réseaux urbains de la ville, de communautés qui fonctionnent et qui créent des liens de solidarité.
Ces fêtières ont un rôle avant tout justement de créer des liens de solidarité et d'entraide, mais aussi ont un rôle de plaidoyer et de défense des intérêts de ces réseaux et des habitants face aux acteurs externes. Yes. Donc, tout ce processus nous a amené à nous dire, très bien, on est arrivé à ce stade et identifier tout ça. Maintenant, il faut qu'on creuse encore un peu plus ces vecteurs et ces aspects. Et donc, on a soumis un nouveau projet de partage des savoirs qui, cette fois, est focalisé sur les mécanismes financiers communautaires qui est actuellement en cours. Et ça ressort donc de tout ce processus premier de partage des savoirs qui a identifié l'épargne communautaire comme un vecteur. Et en reparlant dans le cadre du dernier atelier de ce processus avec tous nos partenaires, les partenaires ont sollicité qu'on se focalise sur cet aspect-là des mécanismes financiers communautaires. Là, tu veux dire quelques mots? Je ne sais pas si on a le temps encore de rentrer. Oui, ce serait bien peut-être les leçons apprises de ce premier processus. Oui, alors, comme Léa a dit, on a lancé ce nouveau projet qui cible justement sur les mécanismes financiers communautaires. Cette fois-là, c'est un projet d'étude et bilan qui a démarré cette année, en mai, et qui a la durée d'1 an. Et l'objectif de cette fois-là de ces projets, c'est de faciliter des échanges entre pairs et capitaliser sur les mécanismes financiers communautaires en Afrique, Amérique latine et Asie, afin de rendre visible leur impact au sein des communautés vulnérables. J'arrive pas à passer les slides. Du coup, ce qu'il faut dire, c'est que ces mécanismes financiers communautaires, ils sont, comme Léa a expliqué, ils sont vraiment des vecteurs centraux au sein de ces communautés. Mais d'un autre côté, ils ne sont pas systématiquement documentés et ils sont méconnus par des acteurs clés du logement. Donc, c'est un vrai problème que ces communautés doivent faire face. Et ces projets, l'objectif de ces projets, c'est justement d'essayer de combler ces deux lacunes. Déjà, de documenter ces mécanismes, de les systématiser, de comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent, comment ils ont été mis en place, quels étaient les moments clés, quelles étaient les difficultés rencontrées et puis les solutions trouvées par ces communautés. Et même de passer en échelle, il y a des mécanismes, on va étudier des mécanismes qui ont quand même réussi à récolter au niveau des millions de dollars, donc c'est vraiment incroyable. Et avec cette systématisation, avec ces données, on pourra ensuite faire un travail. Les acteurs locaux nos partenaires pourront peut-être rapprocher des acteurs clés et présenter ces mécanismes de manière plus claire. Ces projets consistent, c'est un cours, donc on ne va pas trop rentrer en détail. Là, on voit la photo de notre atelier en présentiel qu'on a mené 7 octobre dernier à Genève. Je pense que presque tous nos partenaires sont là. On va organiser au total 4 ateliers en ligne et on a organisé un atelier en présentiel. On travaille sur la co-construction du méthodologie pour cette récolte de données qui sera très importante. Et on va encore une fois rédiger une brochure comme celle qu'on a fait de manière collective et qui va rassembler tous les résultats de cette démarche. Là, on a quand même passé à un autre niveau puisque au total, on a 10 organisations de base impliquées. Dans le projet précédent, on en avait 5. Donc, c'est très, très riche. On a tous nos partenaires locaux plus d'autres alliés. Donc, je pense que les résultats seront vraiment très intéressants. Et si je peux, si je peux passer déjà au point clé, au moins de la dernière démarche qu'on a menée, j'aimerais partager quelques leçons apprises, quelques points clés. D'abord, les premières pour nous, c'est vraiment faire de la systématisation
au sein du réseau, c'est un vrai atout. Parce que j'adore cette phrase qu'on a mis dans les dossiers. Aucune de nous ne sait ce que nous savons tous ensemble. La systématisation par soi, elle permet d'apprendre, de mettre en lumière le savoir des communautés locales et des organisations de base. Et quand on fait ces processus au sein du réseau, c'est encore plus puissant parce qu'on partage ces savoirs entre plusieurs organisations qui sont souvent confrontées aux mêmes défis comme on a expliqué. Et on permet à ces organisations de s'inspirer des solutions des autres. Et ça crée vraiment un espace d'échange qui est très riche et donc pour nous, c'est vraiment un atout de pouvoir faire ces processus au sein du réseau Cohabitat. Puis, c'est important aussi, pour nous, c'était très important de continuer à créer ces espaces d'échange, non seulement en ligne, mais en présentiel. On sent la différence quand on fait des rencontres en présentiel. Ça permet de renforcer les liens, ça permet de rentrer plus dans des détails des thèmes qui, des fois, sont très complexes et qu'en ligne, on perd l'attention vite. Donc, par exemple, à Genève, quand on a organisé ces derniers ateliers, on a vraiment pris toute la journée pour rentrer dans les détails des mécanismes financiers. Et c'était très riche et très apprécié par les partenaires d'avoir cette opportunité. Comme Léa a dit, on voit la systématisation comme un processus continu. C'est un apprentissage continu, ce n'est pas une activité ponctuelle, mais c'est un processus qui nous permet d'étirer des leçons et après d'identifier des axes qui ont besoin d'être systématisés pour pouvoir améliorer les pratiques. Et enfin, c'est important de mentionner que la participation des partenaires est vraiment cruciale tout au long du processus. Et pour ça, il faut être très flexible dans les plans de systématisation. Ces partenaires ils sont souvent confrontés à des urgences dans leur contexte et ils ont une capacité limitée aussi. Donc, c'est important d'être flexible à ces niveaux-là pour permettre leur participation. Et aussi penser à des outils qui facilitent leur participation. Donc, ça passe partout. Il faut bien communiquer en avance, il faut trouver des outils qui facilitent la participation. Donc, c'est vraiment, de notre côté, on prend vraiment ça en compte pour faciliter que ces espaces soient le plus inclusifs possible. Et puis, on va quand même parler des difficultés quand on mène ces processus de systématisation. D'abord, il faut bien prendre en compte que c'est des processus qui demandent des ressources et un temps important d'implication, tant de la part du Monde que de ses partenaires. C'est des longs processus. Le projet passé, on a dû extendre, donc on a pris plus ou moins 1 année et demie. Et il y a aussi la barrière linguistique, on travaille avec 10 organisations, vous imaginez, chaque pays a sa propre langue pour travailler avec les communautés. Donc, c'est important aussi de prévoir de l'interprétation pour que les partenaires puissent échanger, parce que sinon, c'est impossible. Donc, quand on prévoit d'échanges, il faut toujours avoir les budgets pour l'interprétation simultanée aussi. En gros, je pense que c'est ça. Merci beaucoup. On passe aux questions. Merci, c'était très riche. Je ne sais pas si on a déjà des questions en ligne. Je vous laisse noter vos questions. Je voulais peut-être commencer en reparlant de terminologie, puisque on présente cette démarche comme un retour de capitalisation d'expérience. Et c'est vrai qu'Urbamonde utilise le terme de systématisation. Alors peut-être juste 2 mots, Nina, toi aussi, on a parlé de ça dans la formation pour que voilà, on puisse se comprendre entre nous de quoi on parle. Est-ce que tu arrives à nous resituer pourquoi systématisation? Il y a aussi une question de langue. En Amérique latine, c'est un terme qu'on utilise. Mais finalement, on se rejoint sur les mêmes démarches. Oui. Bon, c'est vrai que c'est un terme qui est né en Amérique latine et qui se base sur l'approche de l'éducation populaire. Quand on parle de systématisation, je pense qu'il y a les mots en soi, il les dit.
l'idée, c'est vraiment de systématiser les expériences. C'est-à-dire, il y a des partenaires qui ont vécu l'expérience, ils ont tout un tas d'apprentissage et de connaissances qui ne sont pas forcément écrites ou qui ne sont pas documentées ou qui ne réfléchissent pas parce qu'on est toujours dans les rushs des projets. Et puis, quand on fait ce processus, l'idée, c'est vraiment de retracer l'histoire du projet. Et ça se passe même dans la capitalisation. Donc, ce n'est pas une évaluation, c'est ça qu'on a discuté. C'est vraiment, on va retracer l'histoire des projets avec les informations récoltées. On va faire cette analyse critique de dire, ah ben, ça, c'est arrivé, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé là? Quelles étaient les solutions mises en place? Donc, cette analyse critique nous permet de systématiser l'information. Vous avez vu les schémas qu'on a fait, que vous pouvez voir aussi dans la publication. C'est justement ça, c'est à travers les solutions qu'on a trouvées, on a pu les systématiser dans le sens où on a réussi à les classer dans des points communs. Et pour moi, c'est ça le travail de systématisation. C'est justement dans les noms. Et quand on dit on et nous, c'est pas Urbamonde qui écrit et qui dit ce qu'il pense des expériences de ses partenaires, c'est les partenaires qui écrivent. C'est eux qui produisent en fait la connaissance sur la base de ces échanges. Et je pense que c'est ça qui est aussi central et différent d'une capitalisation, mais en même temps, ça se regroupe. Pour moi, c'est ce que j'entends aussi dans ce que tu dis là, c'est que c'est les partenaires qui reviennent sur leurs expériences. Et puis Nina, elle parle d'analyse critique. Donc peut-être ce que je voudrais qu'on retienne ici entre ce qui rejoint vraiment quand on parle de capitalisation des expériences, c'est le comment on est arrivé à ce qu'on a fait. Et puis, ce qui différencie peut-être dans le terme qu'on comprendrait en français sur systématiser, qui serait uniquement documenté, le terme systématisation comme tel qu'il est utilisé en Amérique latine, c'est qu'on revient sur l'historique, puis on revient avec une analyse critique aussi. Donc, c'est pour ça que ces deux termes qui veulent dire, en fait, pour nous, en tout cas, au sein de la fédération, avec FEDEVACO aussi, on se retrouve sur le même point. Tandis qu'en français, si on utilise simplement systématisation, on peut perdre le côté analyse, retour sur les expériences vécues, et puis on est seulement en train de documenter. Ouais, on ne va pas perdre trop de temps là-dessus, mais je voulais juste donner un petit éclairage pourquoi on n'utilise pas la même terminologie, mais que finalement, on arrive un peu à des mêmes objectifs avec une démarche qui peut être similaire. Voilà, c'est plutôt à vous de poser des questions maintenant. Qui veut se lancer dans la salle ou en ligne? Moïse? Merci pour cette brillante exposition. J'ai l'impression d'être à un cours magistral. Et c'est très riche et très documenté et c'est très bien. Là où j'ai une petite remarque, c'est que j'ai l'impression que ce système il est pratiquement appliqué en milieu urbain, quid du milieu rural. Est-ce que votre analyse s'applique justement, peut s'appliquer justement dans les milieux ruraux ou quand on prend par exemple en Afrique, dans les villages, comment est-ce que vous organisez, comment vous structurez justement vos concepts quand on sait que, par exemple, entre le Mali ou par exemple le Burkina, on a des systèmes d'habitat complètement différents. Au Mali, on a l'habitat groupé. Au Burkina, on a des habitats dispersés. Dans ces configurations, comment est-ce que vous analysez justement le travail communautaire? Parce que dans certaines communautés, dans nos régions, par exemple en Pays de Gon, le travail de construction de l'habitat, ce n'est pas une question privée, c'est communautaire. C'est tout le monde qui s'y implique. Quand quelqu'un démarre une habitation, c'est pas seulement sa famille, c'est tout le village qui vient l'aider. Et bon, ça c'est juste une petite remarque, mais bon, un autre point, c'est que bon, j'aurais voulu voir en image un type d'habitat construit ou habité par des personnes enfin, un groupe de propriétaires qui habitent un environnement de votre construction. On aurait dû le mettre.
On vous invite à visiter notre site internet. D'accord. On aurait bien aimé aussi montrer et rentrer un peu plus dans le sujet même. Oui. Le but de cette présentation, c'était plutôt de D'accord. parler de ce processus de partage des savoirs. Oui, oui, oui. Mais c'est vrai que la thématique en soi, si vous voulez en savoir plus, il y a plus d'informations sur notre site et il y a même des films qui documentent très bien l'expérience au Sénégal que vous pouvez trouver Ouais. sur... Ça peut être très riche parce que justement, nous, en ce moment, on est en plein dans un processus justement de recherche de quoi offrir justement à des populations qui en ce moment sont en train de... On est en fin de crise politique et sociale au Mali. Nous avons des milliers de populations qui sont sur le point de revenir s'installer sur leur territoire. Très souvent, ils sont partis depuis 2 ans, 3 ans. Les espaces qu'ils occupaient ont été occupés par d'autres personnes. Et les maisons qu'ils occupaient soit ont été détruites ou sont occupées justement par des dominants qui sont en train de retrouver un peu. On est dans un climat de paix. Et comment reconstruire justement l'habitat de ces personnes, comment organiser le retour de ces personnes et leur offrir justement ce que vous appelez le droit à l'habitat. Donc, c'est toute une démarche, je ne sais pas si elle est différente de celle que vous proposez, mais... Si vous voulez répondre. Alors, la question de l'urbain et le rural, Oui. c'est vrai que nous, on est plus présents dans des milieux urbains, Voilà, des grandes villes, mais pas que. Si vous prenez le Nicaragua, par exemple, on est effectivement dans le milieu urbain à Matagalpa, mais aussi dans des plus petites communes aux alentours. Donc, il y a les villes moyennes, les grandes villes, mais ça s'applique, c'est des modèles qui peuvent s'appliquer certainement à différents contextes. Dans le milieu rural, il y a beaucoup d'expériences de propriété de la terre qui sont basées sur des modèles collectifs, de propriété collective, et certainement au Mali aussi ou dans d'autres pays africains, des choses qui émanent de la tradition, qui s'est un peu perdue, mais qui existait ou qui existe encore de manière... Voilà, donc ça peut très bien être lié à ça, c'est des choses qui peuvent... on peut toujours trouver des choses pour s'inspirer et pour l'adapter à son... C'est qu'on trouve contexte différent. essentiel, soit un milieu urbain, soit un milieu rural. L'essentiel, c'est vraiment d'avoir cette organisation, cet acteur qui soutient les habitants. Je pense que sans ça, c'est difficile. Ces organisations qu'on soutient, nos partenaires locaux, c'est des organisations qui donnent l'assistance technique, qui accompagnent les habitants dans toutes les démarches de mise en place de ces projets. Et pour faire de l'habitat participatif, il faut avoir une organisation comme ça qui puisse donner ses soutiens. Pour nous, c'est essentiel, en tout cas, dans nos projets. Donc, même quand on parle d'habitat, des fois, comme vous disiez, au niveau rural, peut-être que chaque maison est dans un coin différent, c'est ça? Ils sont indépendants. Ils sont socialement liés, mais en termes d'habitat, ils sont séparés, ils sont complètement autonomes. Donc, ouais, je pense que c'est important d'avoir peut-être une organisation qui essaye de créer ces espaces d'échange entre ses habitants, de mettre au commun leurs problématiques. Et c'est justement en créant ces espaces que ces projets peuvent aboutir et réussir. D'inspiration, de toute façon, on va partager la présentation et puis des liens aussi vers le site d'Urbamonde ou d'autres canaux de communication pour retrouver le projet et puis des choses inspirantes. On a votre chargé de communication qui nous partage déjà tout en ligne et puis on ne manquera pas de le faire suivre aux personnes qui sont là pour avoir plus d'informations. D'autres questions peut-être sur les projets partage des savoirs aussi? Oui, mais merci beaucoup. J'ai aussi été extrêmement impressionnée par la manière dont vous avez réussi à canaliser toutes les informations que vous avez pu recueillir à travers tous ces projets. C'était vraiment extrêmement parlant.
on parle de partage des savoirs et Léa, tu as mentionné le fait que les coopératives sur Genève pourraient s'inspirer de certaines démarches faites parmi vos partenaires. Je me demandais justement comment vous travaillez avec les coopératives à Genève. J'ai vu que manifestement une activité a été faite à la CODA, mais c'est vrai que je suis très, comment dire, toujours très intéressée à m'assurer que tout que nos organisations font ici, ou même la FGC, qu'il y ait le pendant nord et sud. Absolument. Et puis là, justement, je me demandais comment vous allez partager en fait ce projet partage du savoir avec les coopératives basées à Genève ou plus largement en Suisse. Donc, au travers d'un projet d'information financé par Actrice incontournable. Non, notre ancrage local en Suisse, il passe d'une part par les personnes qui sont au sein de l'association, qui sont engagées elles-mêmes dans ce milieu, soit habitants, habitantes de coopératives, soit engagées au quotidien sur des aspects similaires. Et d'autre part, aujourd'hui, notre focus est surtout alors, on a eu un temps dans notre stratégie, le développement d'accompagnement technique des coopératives, c'était il y a 5-10 ans, des coopératives qui commençaient vraiment à se développer et des coopératives participatives. Donc, il y avait une implication d'Urbamonde d'accompagner ces coopératives dans des ateliers participatifs pour développer leurs projets. Ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui s'est développé à assez large échelle en Suisse romande, donc on a plus ce rôle à jouer à Urbamonde. Et on a refocalisé plutôt notre action au niveau local sur la sensibilisation à la solidarité internationale et notre implication au sein de nos propres coopératives ou du mouvement de coopératives d'habitation genevoise passe aussi à travers des implications plutôt des personnes. Mais notre travail de sensibilisation, il se focalise vraiment sur la solidarité internationale et comment amener cette thématique aussi au sein des coopératives genevoises, mais pas que genevoises. On est aussi en lien avec des coopératives à Zurich sur cette thématique. Et on espère aussi à un moment donné élargir de manière plus étendue sur le territoire helvétique. Mais pour l'instant, c'est déjà nos deux focus. On a aussi des liens sur Lausanne, mais qui sont un peu distendus, mais qui pourraient se renforcer à l'avenir. Mais dans notre projet d'information qui est en cours actuellement, on veut développer des petits films qui réussissent à expliquer ce que font nos partenaires au niveau local de manière à ce que ce soit compréhensible pour un large public et ensuite d'aller diffuser ces films dans les coopératives. Donc, ce qui est bien avec les coopératives participatives en Suisse, c'est qu'elles ont toujours une salle commune. Donc, la mutualisation de l'espace joue en notre faveur, c'est-à-dire qu'on peut tout simplement organiser une projection dans une salle commune et inviter les habitants, ils ne doivent pas trop se déplacer. Peut-être juste un point que je trouve intéressant, c'est essentiel de montrer ce qui est fait dans les projets au sud, mais peut-être en termes de communication, il faut aussi interpeller sur le fait qu'on puisse s'inspirer de ce qui se passe, parce que des fois, on est vraiment dans une posture d'observateur et pas suffisamment de se dire qu'est-ce que je peux en Absolument. retirer. Mais c'est notre fonds de commerce. ADN. C'est notre ADN. Qui est beaucoup mieux. Ouais. Non, mais juste pour dire que par rapport à tout ce qu'on fait, il y a aussi l'établissement, l'élaboration de partenariats au niveau local pour justement aborder ces thématiques et d'aborder et la vision sud et la vision nord dans le sens d'un partage des savoirs. Ça, c'est certain, c'est quelque chose qu'on fait. Oui, je voulais juste donner un exemple. Quand tous nos partenaires étaient présents à Genève il y a pas très longtemps, on a organisé des visites des coopératives genevoises où on a amené tous nos partenaires du Sud, accompagnés par toutes sortes de personnes qui étaient d'ici, voilà, visiter la CODA, les vergers, les coopératives d'étudiants. Donc, on a pu faire tous ces échanges en présentiel. Donc, maintenant, la plupart de nos partenaires, ils savent ce que c'est une coopérative à Genève parce qu'ils ont eu l'occasion de la visiter. Et puis, nos alliés locaux les plus proches, ils ont pu rencontrer nos partenaires. Donc, voilà.
c'est des liens qui se sont tissés avec le temps. C'était pas la première fois qu'on organisait ces visites. Mais je pense que ça, c'est aussi c'est une manière tout à fait concrète de créer des liens. On commence à être connu, Urbamonde, dans le monde des coopératives. Oui, c'est quelque chose qui prend du temps aussi. Voilà, mais c'est quelque chose qui prend du temps. Voilà. Parce que les gens sont focalisés sur leurs projets, quand ils sont en phase de construction, etc., etc. Mais je pense que petit à petit, on est reconnu comme un acteur Ça, c'est important. un enjeu assez important, c'est-à-dire aussi dans le Sud, hein, quand on est dans la lutte pour son projet, dans la lutte au quotidien pour faire reconnaître ses initiatives, ses projets, on n'a pas forcément le temps de s'intéresser à ce qui se passe partout ailleurs. Donc Urbamonde se positionne un peu aussi comme ça, comme acteur qui crée ces espaces et qui amène ces informations pour pouvoir favoriser l'échange. Alors, Catherine, et puis après, j'ai aussi une question en ligne. J'ai juste 2 points. Pour répondre à Moïse sur les exemples, il y a aussi 2 émissions d'Esprit solidaire qui sont en ligne sur le site. Une sur le projet au Sénégal et puis une sur le projet au Nicaragua, je crois. Et la plus récente, c'est celle sur le projet au Nicaragua. Et là, on voit bien, en fait, comment ça s'est passé. J'ai moins en tête la première qui est un peu plus ancienne. Mais voilà, si jamais. Et puis la question, c'était autour des groupes d'épargne, parce que c'est vrai qu'on en entend souvent parler en Afrique, et je me demandais en fait si ça existe déjà et si c'est déjà très utilisé en Asie et en Amérique latine, ou si ça va prendre aussi dans d'autres pays où il y aurait moins cette tradition. Enfin voilà, je me posais cette question par rapport à ce vecteur-là. Non, il y a aussi une tradition en Asie. Tous les projets qu'on présentait ont des groupes d'épargne. Ok. Et en Asie, on trouve quand même des groupes d'épargne qui sont devenus très institutionnalisés et qui ont pris une ampleur importante. En Amérique latine, notre partenaire au Nicaragua, ils ont aussi un fonds rotatif qui a été inspiré par les fonds rotatifs développés au Sénégal. Donc, on trouve ces mécanismes de solidarité partout, dans tous les contextes. Ce qui est intéressant, c'est que par exemple en Uruguay, où cette fédération uruguayenne est une vieille fédération qui est bien installée sur sa manière de fonctionner et qui des fois peine aussi à innover, disons. Et là, en apprenant, en entendant parler de ça, ils se sont dit, ah, ça pourrait... Eux, ils n'ont pas ce système-là à l'interne, justement, parce qu'ils ont un cadre légal qui est très favorable, sur lequel ils peuvent se baser pour fonctionner. Mais effectivement, ils se sont dit, mais peut-être qu'un fonds rotatif à l'interne, ça pourrait ajouter encore quelque chose à l'accès au financement pour les futurs groupes d'habitants. Pour ne pas que se reposer sur ce cadre idyllique qu'ils ont. Et au Brésil aussi, notre partenaire au Brésil, il n'y en a pas de mécanisme. Parce qu'il y a au Brésil, il doit faire face à, quand on parle d'argent dans les communautés très vulnérables à Rio, c'est un sujet très sensible quand un acteur externe parle d'argent, parce qu'il y a toute une méconfiance, manque de confiance, méfiance, exactement. Et ces échanges, en fait, sont très bénéfiques pour voir que c'est possible. Il y a dans d'autres pays des organisations des communautés qui se sont organisées autour de l'épargne. C'est possible. Comment est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'on peut apprendre et qu'est-ce qu'on peut essayer d'implémenter? Et je pense que ces processus de systématisation va aussi être très intéressant parce on va essayer de ramener aussi les communautés locales à ces réflexions à travers les partenaires et de permettre des communautés à Rio peut-être d'avoir un échange avec une communauté asiatique qui parle justement de comment ces mécanismes ont bénéficié à leur lutte, qu'est-ce que leur mécanisme a permis de mettre en place, d'améliorer leur cadre de vie. Donc, c'est très intéressant. Et c'est souvent de pratiques basées sur des traditions qui, des fois, se sont perdues. Donc, c'est aussi de revenir en arrière et de développer ces pratiques. Vous allez pouvoir réussir à retracer un peu
comment ça aura pu essaimer finalement ces échanges, parce que c'est un peu comme une succession de témoignages de qui s'est inspiré, de quelle C'est tout un expérience. Et puis là, je ne sais pas si vous avez peut-être imaginé comment suivre. Bah, ça va, je pense que ça va faire partie du processus de retracer l'historique en fait. Mais c'est pas toujours quelque chose qui est évident parce qu'il y a cette perte de mémoire aussi et le fait qu'on n'ait pas forcément conscience soi-même d'où viennent certaines idées des fois. Donc c'est aussi un travail de réflexion. Alors on n'arrivera jamais à retracer tout Non, et c'est à un décrire défi, exactement c'est comment sûr. les choses se mettent en place, mais à travers en tout cas le discours des communautés, des participants, ça donne des clés. Leur perception, c'est déjà une manière de comprendre ça. Merci. Alors, on avait une question en ligne. Comment la production sociale de l'habitat peut progresser dans la démocratisation de l'accès à la terre et pas seulement de l'accès au logement? Waouh! De manière plus... On sort un peu À votre cours magistral. Retour au cours magistral. Alors voilà, peut-être, je sais pas si vous Comment voulez. la production sociale En 2 mots. Vous avez 2 heures. En deux mots, Deux mots. c'est tout à fait lié. En fait, on ne peut pas ne pas lier ces deux thèmes de l'accès à la terre et de l'accès au logement. Les deux sont liés. Donc, si on fait progresser l'un, on fait progresser l'autre. Voilà. On ne peut pas faire progresser l'un sans faire progresser l'autre. D'accord. Suzanne, tu Oui, veux ajouter peut-être. quelque Je chose? voudrais souligner que le plus fondamental, c'est effectivement l'accès au sol pour construire. Ouais. Et ça, on le voit à Genève, dans les coopératives, à partir du moment où l'État, le canton a mis en place un système qui permet aux coopératives genevoises d'avoir des droits de superficie, les coopératives ont pu commencer à construire et à se développer. Au Brésil, on voit bien les projets des communautés land trust, c'est-à-dire on commence par sécuriser la propriété du sol dans les quartiers informels où les gens n'ont pas de titre de propriété. C'est aussi ce qui s'est passé dans le projet à Dakar. Et à partir de là, on peut construire. Après, si les choses qu'on construit sont de propriété collective ou individuelle, ça dépend beaucoup de chaque contexte. On ne peut pas dire, voilà, il y a une chose qui est bien, une autre qui est pas bien. Mais je pense que le problème de l'accès au sol, il est vraiment premier et fondamental. Il y a cette dimension aussi dans tous nos projets, dans tous les projets qu'on soutient, c'est la propriété collective. Propriété collective de la terre, dans le cas du Brésil, et quand on parle des coopératives, la propriété collective de la terre et de bâtiments. Donc, la propriété collective permet justement de démocratiser. C'est pas des titres individuels, c'est vraiment la communauté qui détient. C'est une question de sécurisation du foncier à long terme. Voilà. Et de le sortir du marché spéculatif. Donc, une fois qu'un terrain est sorti du marché parce il a été acquis par une communauté qui va légaliser à son nom, il sort effectivement des mécanismes une communauté qui s'engage dans sa forme de coopérative ou de community land trust à respecter certaines conditions et à justement ne pas faire de profit sur ni la terre ni le logement. Ça, c'est effectivement fondamental. J'espère que ça répond. J'espère aussi. C'est qui on peut savoir qui a posé cette question. Monsieur Francisco Aravena, en ligne. On espère qu'on a répondu un petit peu. Est-ce que d'autres personnes en ligne souhaitent aussi poser une question, réagir? On a nos collègues aussi de la FEDEVACO qui sont là, donc n'hésitez pas si vous voulez poser une question. Pour revenir sur le processus, les projets partagés des savoirs, parce que le but, c'est aussi un peu de donner envie, que les autres organisations comprennent mieux de quoi il s'agit et ces projets. Pour revenir peut-être sur une tête d'épingle ou quelque chose de très précis, comment est-ce que vous avez fait concrètement pour donner ce focus, pour trouver quels allaient être les sujets sur lesquels les communautés ou les participants allaient travailler? Concrètement, est-ce que vous avez fait un vote en ligne, un sondage? Voilà. Comment on fait pour finalement trouver un moyen de faire le sablier pour
avoir quelques sujets sur lesquels on va travailler et pas se noyer dans, comme tu disais, Léa, on peut capitaliser sur tout, mais ça aurait été beaucoup trop. Oui. C'est important à dire que c'est un processus en réseau, donc c'est plusieurs organisations, c'est pas on travaille avec l'un de nos partenaires locaux, dans ce cas, ce serait peut-être beaucoup plus facile. Mais comme c'est un processus en réseau, ça veut dire qu'il faut trouver une thématique qui est commune à toutes ces organisations. Et c'est ça que Léa a expliqué. Nos partenaires locaux, la thématique qui leur lie, l'une des thématiques qui leur lie, c'est la mobilisation communautaire et le renforcement des capacités dans le sens où les activités qui mènent sont liées justement à ça. Donc, on a discuté avec eux, on a suggéré ça comme un point commun, mais après, chaque partenaire a décidé quel projet il voulait cibler dans leur contexte. Donc, ce qu'elle a présenté, ce sont des projets concrets. Et ça, c'est eux qui ont décidé. Parce que pour nous, c'est quand même important que ces processus soient utiles à eux. Et le processus, juste, donc on a fait un atelier en ligne, c'est à ce moment-là qu'on a défini ça. Avec, si vous voulez, très concrètement, l'outil qu'on a utilisé, c'était, je ne sais plus, c'était le tableau blanc de Zoom ou Miro. Enfin, un de ces tableaux où on peut mettre des post-it et on peut récolter des informations de chacun. Donc, tour de parole, chacun identifiait ce qu'ils avaient en commun. En fait, ils se sont déjà présentés, ils se connaissent maintenant, ils savent ce qu'ils font. Ils ont essayé de définir ce qu'ils avaient tous en commun et quels étaient des défis personnels auxquels ils étaient confrontés, et ensuite en identifiant justement quels étaient les défis communs. Donc c'est un travail, on a posé la question. Voilà, qu'est-ce que vous avez en commun? Quels sont vos défis? Qu'est-ce que vous estimez être un défi commun? Et chacun a défini, on a rassemblé tout ça. Et je pense qu'il y a aussi l'expertise d'Urbamont, c'est-à-dire on connaît tous ces projets, on a vraiment une vision globale. Et depuis le temps où on travaille sur cette thématique, on sait aussi qu'est-ce qui est central à tous ces projets. Et donc, on a aussi suggéré certaines pistes sur lesquelles on pouvait s'engager pour ensuite aller plus loin. Et c'est validé, discuté, redéfini avec les partenaires. Merci. Ouais, une fois, c'est intéressant de voir comment ça se fait vraiment dans le projet, parce que c'est pas évident quand on dit il faut trouver un sujet, mais voilà. Merci. Anne, en ligne, tu veux prendre la parole, me poser une question? Mais volontiers, j'aimerais d'abord féliciter Urbain Monde pour ces processus très bien menés et les très belles présentations. J'ai une question par rapport au renforcement des capacités et des liens des partenaires qui participent à la capitalisation. Et vous avez aussi parlé de votre processus continu qui se fait en plus des démarches ponctuelles que vous avez soumis. Comment finalement vous suivez, vous mesurez ce renforcement de capacité grâce à la participation justement à ces réseaux et à ces démarches d'apprentissage? Excellente question. On l'a pas encore résolu. On sait que c'est un défi, hein, on le sait, hein, c'est pas pour poser une question piège, etc. C'est pour voilà, discuter, non, mais avoir des pistes de réflexion. C'est une vraie problématique. Mais disons, comme on suit de très près ce qui se passe dans chacun de nos projets, on a pu voir justement les projets qui ont des difficultés qui étaient liées justement à l'organisation interne, le manque de capacité, ont pu être surmontés par différents outils. Par exemple, dans le projet au Nicaragua, le problème avait été identifié, donc ils ont créé leur petite école de coopérativisme comme le mécanisme qui sert justement à renforcer de manière continue les capacités des leaders. En fait, il faut former des leaders, des dirigeants à toutes les échelles dans le mouvement. Et on voit que depuis que cette école est fonctionnelle et opérationnelle, il y a beaucoup moins de problèmes, d'abandon, de coopératives qui n'arrivent pas à mener leur projet à bien, etc. Donc, on ne peut pas faire un diagnostic global, mais je pense qu'on peut voir au niveau de chacun de nos projets comment ça se passe. Et je suis sûre que ceux qui suivent le projet, en tout cas au Sénégal, auraient
des choses à dire à ce sujet. Alors, une dernière question. Je vois Oui, parce merci qu'on beaucoup. arrive au bout. Merci, merci pour cette question. Une Ouais, dernière mais c'est question. intéressant justement de relever que c'est dans les projets futurs que souvent qu'on arrive à mesurer et pas, évidemment, il faut du recul. Merci. Donc, cette imbrication très forte. Merci. Alors, Earl, peut-être une dernière question assez courte. On arrive au bout du temps imparti, mais voilà, je te donne la parole. Non, je voulais juste dire que sur cette question impact, je trouve que c'est dans cette intégration des bénéficiaires qui se trouvent dans les projets de développement, mais qui partagent leur expérience dans les ateliers. Et c'est cette synergie-là qui, au fond, donne à nos deux commissions partage de savoir aussi bien que la commission technique un excellent, je dirais, indicateur qui a cette dualité. Bénéficiaire, expérience, et là, on peut mesurer l'impact aussi bien dans la communauté que dans une autre, je dirais, échelle qui est beaucoup plus significative dans tous ces partenariats où se trouve le plaidoyer et où se trouve aussi le recrutement des fonds pour finalement soutenir les initiatives et les projets. Donc, c'est intéressant parce que c'est à l'intérieur de la FGC, les deux commissions, mais c'est à l'extérieur parce que l'expérience revient à nous parce que les bénéficiaires font partie intégrale. Et je trouve que c'est extrêmement positif. Merci. Ça nous fait une bonne transition pour le mot de la fin, si je peux dire. Mais d'abord, un grand merci pour cette présentation très riche. Et j'ai envie de rejoindre ce que dirait Earl. Peut-être la force et la particularité d'Urbamonde, c'est d'avoir ces axes de travail qui sont déjà inscrits dans l'échange d'expériences, la production de connaissances et d'avoir ce travail qui se déroule dans les projets de développement, puis ensuite de focaliser avec des projets de partage des savoirs pour peut-être donner un focus sur des choses particulières, mais le fait que vous travaillez en réseau avec ces axes déjà dans votre approche donne aussi une dimension particulière à votre capacité de mener ces démarches de capitalisation, systématisation et partage. Donc, un grand merci. C'est très inspirant. Et puis, on va suivre la réalisation de ce deuxième projet avec beaucoup d'intérêt. On n'aura pas de café débat en décembre, donc je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour la suite de ce café débat. Je fais un petit coup de pub pour l'axe partage des savoirs et formation, à savoir qu'on vous a envoyé un sondage par rapport aux formations. Ça serait super si vous pouviez y répondre. Ça va nous aider à orienter ces prochaines années sur des formations et des moments qui seraient le plus utiles pour vous en tant qu'organisation membre et membre des instances. Encore merci et puis bon après-midi. Merci.